ça me permet d'accueillir Ferdinand Haïté. Ferdinand, bonjour. Bonjour, grand citoyen d'État, Eric. Merci de nous avoir rejoints. Je rappelle que vous êtes le patron du journal bi-hebdomadaire L'Alternative. Et ce matin, vous vous intéressez d'abord à la CEDEAO, à un monsieur Garba Lumpur. C'est un fossoyeur, finalement. Oui, c'est plus que ça. C'est un sulfureux personnage qui avait déjà fait des dégâts dans son pays au Niger au temps de Mamadou Tandja. Il était l'un des artisans du démantèlement de la constitution au Niger pour permettre à Mamadou Tandja de prendre un troisième mandat. Et dans son pays, il est reconnu pour ça. Et vous avez suivi la suite de ce coup de force qu'ils ont organisé au Niger avec Mamadou Tandja. Ils ont plongé le pays dans le chaos. Il a fallu un coup d'État pour arrêter leur territoire. Depuis, il a refait surface au Togo ici, comme représentant permanent de la CEDEAO, en suscitant aussi un autre Nigérien qui avait fait aussi les dégâts ici, qui se nommait Maïma Kabuka. Et donc, depuis que ce monsieur est au Togo, il s'est mis relativement au service du son rôle s'est accentué depuis le 19 août. Le 19 août, date à laquelle la CEDEAO s'est invitée dans le dossier togolais par rapport à la crise qui traverse notre pays. Et ce monsieur est devenu plus que jamais actif au service du pouvoir. Il est au cœur des intrigues. Il renseigne le pouvoir sur les discussions qu'il a avec les opposants, les organisations de la société civile, et il fait la rétention des documents qu'il doit transmettre à la tête supérieure de la CEDEAO. Bref, il fait tout ce qui est de son pouvoir pour voler au secours du régime, en outrepassant même parfois ses prérogatives. Alors, son cas a été évoqué récemment en Guinée, lorsque la coalition a fait son déplacement, et bien évidemment, le co-facilitateur était très furieux par rapport aux agissements de ce monsieur. Et donc, nous revenons aujourd'hui sur ce monsieur qui a transformé la section locale de la CEDEAO ici en une ONG, qui, entre-temps, il ne développe pas les fonds pour supporter les fêtes traditionnelles, lui-même s'engage parfois à prendre des initiatives qui ne relèvent pas de responsabilité. Alors, nous nous posons la question de savoir jusqu'à quand ces affairistes déguisés en diplomates vont plonger les espoirs du peuple togolais. Parce que, souvenez-vous, il y a eu les Ibn Chambas, les Tandja, les Aïcha Daoudou, les Maïma Kabuka, et aujourd'hui, c'est M. Garba Lumpur qui est au cœur de tout le désordre qui est organisé aujourd'hui ici, dans le processus électoral au nord de la CEDEAO. Alors, on fait le projecteur sur lui aujourd'hui, et pour lui dire aussi que les Togolais ne sont plus comme avant. Les Togolais veulent aussi vivre la démocratie comme au Niger, l'alternance, les élections pacifiques, et comme au Bénin et un peu partout. Alors, il faut qu'il arrête son business. Il a suffisamment cassé le sucre sur le dos du peuple togolais. Maintenant, il faut qu'il arrête de continuer par faire son business. Mais la responsabilité revient au chef d'État de la CEDEAO de mettre fin à cette dérive, pourquoi pas de le muter ailleurs. Surtout que son pays, le Niger, ne comprend pas ce qu'il fait réellement ici et ne le soutiennent pas du tout parce que au Niger, lui, il était ministre de la Justice au temps du Tanga, il était au cœur de tous les dégâts. Et vous voyez que c'est quelqu'un qui avait déjà un penchant pour les modifications de constitution et la dictature. Et donc, c'est la même chose qu'il est en train de réfléchir ici. Et ce matin, nous avons fait un projecteur sur lui. Il n'est pas seulement un fossoyeur, c'est plus grave que ça. Il est au cœur des intrigues. C'est un vrai imposteur parce que quand il fait de la rétention des informations, il trafique des documents. C'est pas vraiment le rôle d'un diplomate. Ferdinand, parlons maintenant de la facilitation avec ce qui s'est passé à Conakry ces derniers jours. Vous parlez de mystère à Conakry. Est-ce que nous savons ce qui s'est réellement passé à Conakry aujourd'hui? En absence d'un communiqué de la facilitation ou du comité de suivi qui s'est réuni à Conakry, on ne saurait dire exactement ce qui s'est passé. Et chacun essaie depuis quelques jours, c'est des rumeurs. Chacun essaie de relayer des infos sur les réseaux sociaux. Mais depuis hier, la coalition a sorti un communiqué pour informer l'opinion des exigences qu'elle a réitérées à M. Condé, de la réaction de M. Condé par rapport à ces exigences. On sait bien que à Conakry, les deux protagonistes n'ont pas été mis d'une même table de discussion
discussions. Le président Condé a voulu faire une confrontation. Les gens du régime ont refusé, sont partis précisément. Et donc, de Conakry, en réalité, on n'a pas aujourd'hui un communiqué officiel de la CEDEAO qui puisse nous montrer qu'il y a des résolutions qui ont été prises, il y a un recadrage du processus électoral, aucun communiqué n'est arrivé jusqu'à ce jour. Et donc, on voit bien que depuis le retour, autant du côté du régime que du côté de la coalition, on était prudent sur les déclarations. Personne n'a parlé pendant les 2 jours qui ont suivi, à part quelques indisciplinés de la coalition qui ont fait des audios sur les réseaux sociaux, ce qui est vraiment grave. Lorsqu'on revient de ce genre de visite, il faut quand même que ce soit la voix officielle de la coalition qui puisse s'exprimer, plutôt que qu'un individu de la délégation fasse des audios qui transmettent à des gens. Donc, visiblement, Conakry, on ne sait pas ce qu'on a rapporté, mais il n'y a pas de communiqué non plus, et donc on attend. Le communiqué, selon nos informations, devait paraître hier, mais le communiqué n'est pas sorti parce qu'en tout temps, Alpha Condé est parti, je crois, à Johannesburg pour le sommet d'investissement de la base. Alors on attend de voir quand est-ce que la CEDEAO sortira véritablement un communiqué sanctionnant cette discussion pour nous situer sur le recadrage du processus électoral qui a pris un tournant depuis hier avec la convocation du corps électoral par le régime, un corps électoral qui n'existe en réalité pas parce que avant qu'on le convoque le corps électoral, il faut que la liste électorale soit définitivement adoptée. Depuis le recensement, on n'a pas affiché la liste électorale pour les éventuelles contestations, les recours et tout ce que vous savez. Et c'est ce corps électoral-là, fantôme, qu'on convoque pour les élections le 20 décembre prochain. Vous comprenez que au sein du régime, visiblement, on a perdu les réflexes de bon sens. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal et pendant ce temps, à la CENI, l'Union des forces de changement mise à la touche, c'est ce que vous écrivez, puisque Francis Pedro Amozona rejoint la liste des représentants élus de la C14. Il ne pouvait pas en être autrement, c'est le droit, parce que la feuille de route l'a dit clairement, même s'il y a des gens qui ont rivalisé d'ingéniosité et d'arguments pour justifier ce qui est contraire à la réalité en soutenant que l'UFC avait sa place au sein de cette CENI. L'UFC est au gouvernement, même si des gens continuent de dire qu'il y a un statut de l'opposition ou des textes qui le consacrent comme un parti de l'opposition. En réalité, on ne peut pas être avec le bon Dieu et Satan à la fois. Le problème de l'UFC, c'est de vouloir manger dans le deux plats à la fois. C'est pas possible. Et donc, moi, je pense que la coalition est rentrée dans ses droits légitimes. C'est pas une question de sacrifice ou je sais pas quoi. L'UFC était dans une position d'usurpation de ce titre-là, de cette place-là, la CENI, avec le soutien d'UNIR. Et aujourd'hui, on voit bien que ceux qui bombaient le torse, que jamais ils ne céderont leur place à la CENI, il fallait que le bon Dieu même tombe pour les dégager. Ce serait intéressant de voir leur visage ce matin pour leur poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, parce que quand vous n'avez pas votre sort entre vos mains et que c'est votre partenaire uni qui se bat pour vous, sachez que lorsque UNIR aura le feu aux fesses, UNIR va vous laisser tomber. Et donc, l'UFC a joué un très mauvais rôle dans cette affaire-là. Il a défié le bon sens, il a défié même le peuple congolais. Aujourd'hui, je pense que c'est la raison qui a pris le dessus. Et ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il ne pouvait pas en être autrement. Il fallait que l'UFC cède cette place-là parce que c'est clair et bien défini dans la feuille de route. Les protagonistes, c'est UNIR et la C14. D'accord. Voilà. On abordera tous ces sujets, Ferdinand, à 11h dans Taxi Price avec les autres confrères également. Et puis ce sujet, par rapport donc à la présidence de l'Université de Lomé, Dodi Kokoroko, peut-il encore tenir longtemps? Mais que se passe-t-il avec lui? Non, l'affaire qui l'oppose à son collègue du Bénin, même si le procès intenté contre Topano a été annulé, n'est pas fini, parce que cette affaire va connaître des rebondissements dans les prochains jours. Vous savez que Topano accuse le président de l'Université de Lomé d'un certain nombre de faits, notamment l'usurpation d'un titre qu'il n'a pas au niveau du CAMES, et puis les rétentions des dossiers
d'un certain nombre de leurs collègues pour les empêcher de passer en grade supérieur. Et donc cette affaire-là a rebondi à la présidence togolaise avec Faure Gnassingbé qui s'est impliqué dedans et qui peut comprendre vraiment les dessous. Et donc il y a eu des contacts informels entre les envoyés de Faure et M. Topanou pour comprendre le fond de ce dossier-là. Et le président de l'Université de Lomé a été appelé à s'expliquer sur les faits et de prouver la véracité de ce qui est en train d'être fait actuellement. Et donc ce dossier risque de rebondir dans les jours à venir. Et si le président de l'université n'arrive pas à prouver ce qui a été demandé, ça risque de le mettre en difficulté vis-à-vis de ceux qui l'ont nommé à la tête de cette institution qu'est l'Université de Lomé. Ben, écoutez, on lira le reste dans votre journal, l'Alternative, dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Ferdinand Haïté. Merci, grand citoyen Eric. Je voudrais juste rappeler que la crise togolaise va se transporter aussi en France, avec le centenaire de la célébration de la Grande Guerre, avec le président Bouhari qui se rend en France et à qui plusieurs Togolais ont demandé des audiences parce que c'est le président en exercice de la CEDEAO. Et vous savez que le déclic au niveau de la CENI est venu du Nigeria, particulièrement parce que en début de semaine, Bouhari a dépêché une délégation ici qui était porteur d'un message par rapport à la feuille de route. Et c'est ce message-là qui a permis de décanter rapidement la situation au niveau de la CENI. Et donc, rappelez-vous que le président français en visite au Nigeria avait déclaré à l'époque que Bouhari devait s'impliquer plus dans la crise togolaise, mais après les élections présidentielles dans ce pays. Mais depuis, Bouhari est devenu président de la CEDEAO et des voix se lèvent de plus en plus pour qu'il s'implique davantage dans la résolution de cette crise-là. Et je pense que peut-être les lignes vont bouger. En tout cas, on lira tout cela dans votre journal, bien entendu, puisque vous en avez parlé. La crise, où Bouhari parle de la crise togolaise avec Macron ce week-end à Paris. Allez, bonne journée, Ferdinand. Bonne journée, Eric. Et nous accueillons le rédacteur en chef du journal Nouvel Écho qui prend notre taxi ce matin, c'est Joachim. Joachim, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints, Joachim. Et ce matin, vous revenez sur pas mal de sujets politiques notamment. Et on va d'abord revenir sur la tenue des législatives le 20 décembre prochain. Vous estimez que c'est une illustration aveugle et tenace, c'est ça? Oui, justement. Comme nous l'avions annoncé dans notre dernière apparition, bien, vous m'excusez, je tiens d'abord à présenter tous les esprits de la rédaction à nos lecteurs. Par rapport à la dernière, notre dernier numéro, où il y avait un problème de lisibilité, c'est-à-dire un problème technique qui s'est glissé lors de la mise en page. Bon, nous revenons maintenant à notre titre. Une illusion aveugle et tenace. Nous l'annoncions dans la dernière apparition qu'il était difficile, voire impossible, de faire en sorte que les élections puissent encore tenir le 20 décembre 2018. Et nous l'avions démontré en nous appuyant sur les dispositions du Code électoral dont l'article 221 précise 35 jours au plus tard avant la date du scrutin, le candidat placé en tête de liste dépose auprès de la CENI une déclaration de candidature. Et selon le calendrier électoral, rendu public par le président de la CENI, M. Kodiona Kadanga, les dépôts de candidature prennent fin le 5 novembre dernier. Aujourd'hui, nous sommes au 9 du mois. Et nul ne sait jusqu'à ce jour quand le fichier électoral pourrait être disponible. En plus, avant toute déclaration de candidature aux législatives, il faut le préciser, le potentiel candidat est dans l'obligation de se faire inscrire sur la liste électorale définitive. Au jour d'aujourd'hui, nul ne sait le sort réservé à la première phase du recensement qui, selon les informations concordantes, risque d'être repris, si ce n'est à compléter au pire des cas, avec une seconde phase d'enrôlement des Togolais en âge de voter. Jusqu'à quand finira-t-on avec cette question du fichier électoral consensuel en vue de permettre aux candidats de faire leur dépôt pour 2 semaines comme le prévoit le texte? La question de la CENI, des CELI,
des CLC restent également à régler avant toute reprise ou tout rattrapage du processus du recensement. Dans ces conditions, il revient, sinon il devient plus que clair qu'il n'est pas possible d'aller au vote le 20 décembre prochain. Curieusement, malgré toutes ces démonstrations, on apprend que le gouvernement réuni en conseil des ministres hier, jeudi, décide de convoquer le corps électoral le 20 décembre pour se conformer, dit-on, à la feuille de route de la CEDEAO. Vous voyez, Eric, cette question de la date indiquée par la CEDEAO est le seul argument que tiennent les autorités en charge de l'organisation des élections législatives pour justifier la course et freiner dans le point de chute sera le 20 décembre. On prétend que c'est bien la feuille de route de la CEDEAO qui a fixé cette date et donc il faudra s'en tenir seulement. On oublie de rappeler que les mêmes émissaires de la CEDEAO ont eu à maintes reprises à clarifier que le 20 décembre n'est pas une date fétiche et que tout dépendra de l'évolution des tâches à accomplir avant le vote. Voilà un peu l'essentiel. On ne sait pas pourquoi le gouvernement tente de faire l'impossible. Qu'est-ce que se cache derrière cette idée? Voilà, disons, le contenu en substance de l'article. Bien, écoutez, on lira le reste dans votre journal Nouvel Écho. Autre sujet, c'est justement par rapport donc, au recensement électoral que vous évoquez. Le processus électoral semble être en cours. Le recensement est à reprendre. C'est ce que vous écrivez. Quelles en sont les raisons à votre avis? Bien sûr, le recensement est bien à reprendre. Pour que nous passions comprendre à nos lecteurs l'idée qui est contenue dans ce article, nous disons qu'une analyse objective de tout le processus qui a conduit à l'enrôlement des futurs électeurs et nos recoupements donnent raison à ceux qui pensent que le recensement doit être totalement repris. Parce que, vous souvenez-vous, il y a un objectif qui a amené la CEDEAO à demander cela, c'est d'amener le Togo à se défaire d'un fichier électoral incorrect, rempli d'irrégularités, bref, non fiable. Alors, les uns parlent d'une séance de rattrapage, les autres parlent d'une reprise. Après cette analyse, nous voyons qu'il y a plusieurs raisons qui rassurent et qui donnent raison à ceux-là qui pensent qu'il faut tout reprendre. La première raison est relative à une organisation unilatérale par une série aussi incomplète que non constituée qui a procédé par impossible à l'enrôlement des Togolais. Ensuite, les enquêtes sur le terrain ont montré que l'enrôlement des mineurs a atteint son paroxysme jamais vu dans un processus de recensement sérieux. Et alors, on dirait d'ailleurs que les dérives ont été pires que celles des années antécédentes. Lorsqu'on voit des élèves du cours primaire enrôler des postes dans la région septentrionale du pays, il y a lieu de s'inquiéter. On ne passera pas sous silence l'enrôlement des étrangers convoyés des pays voisins par des omnibus, de même que l'enrôlement de peu de nombreux immigrés résidant au Togo. Un fichier électoral issu d'un tel processus de recensement devient pire que le fichier compétent remplacé par le nouveau. Donner quelques jours pour compléter les listes électorales résultant de ce cafouillage serait synonyme de non-sens. Ce serait tout comme l'on a prescrit un remède pire que le mal complètement guéri. La CEDEAO est consciente, elle en est consciente, et c'est justement ce qui explique le fait que le président Alpha Condé aurait laissé entendre que personne n'a instruit M. Garba Lampo d'envoyer le courrier demandant aux experts d'étudier le fichier électoral dont le recensement n'est pas encore validé. Voilà. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, on lira l'article dans le journal. Alors, on se pose juste une question avec la convocation du corps électoral. Est-ce qu'il y aura encore une date pour le recensement que souhaite la C14? Ça, on verra bien. Alors, lié donc justement à la feuille de route de la CEDEAO, vous estimez que c'est finalement un poison lent, Joachim? Oui, un poison là, Eric. Au soir du 31 juillet, nombreux étaient ces Togolais qui attendaient des recommandations plus coercitives, contraignantes vis-à-vis du pouvoir en place. Les uns attendaient qu'on infime l'ordre au président togolais de dire au peuple qu'il ne se présentera plus à la présidentielle de 2020, avec l'exigence d'un gouvernement de transition que devait diriger un premier ministre issu de l'opposition. Mais rien de tout cela n'a été fait, à la déception des partisans du changement qui voudraient ici et maintenant. Alors, mais ils se révèlent maintenant qu'aujourd'hui que
Cette feuille de route de la CEDEAO, à l'image d'un poison lent, est en train de tuer tout doucement la racine du mal togolais. C'est quoi cette racine? C'est bien des élections contestées, suivies de violences, et la racine de la crise togolaise qui empêche l'alternance, c'est bien des élections non transparentes et contestées qui consacrent la victoire au candidat d'un seul et unique parti au pouvoir depuis plus de 30 ans, à compter des années 90, bien sûr. Alors, à moins d'un revirement de la situation, tout semble rassurer que la CEDEAO est enfin décidée d'aider le Togo à enterrer tout. Lentement, son mal qui réside dans l'organisation frauduleuse des élections contestées, avec son cycle infernal de contestation, violence et dialogue. D'accord. Voilà. Très bien. Tout ce sujet donc à lire dans votre journal Nouvel Écho qui fait son entrée dans notre sympathique taxi. Merci beaucoup Joachim Sonoukou. Oui, merci à toi Eric et bonne journée à toi. Allez, bonne journée à vous aussi. Merci à vous. Bye. L'éveil de la nation et nous avons avec nous Awali Aramadou qui est le patron de ce journal. Awali, bonjour. Bonjour Saint-Éric et bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de la 93.1 FM. Merci de nous avoir rejoints Awali. Ce matin, vous aussi, vous revenez sur les nouvelles décisions. Vous parlez du respect de la feuille de route de la CEDEAO. Le gouvernement qui prend ses responsabilités puisque le corps électoral est convoqué pour le 20 décembre. Oui, Eric, ce n'est pas un scoop, c'est l'information tombée hier en début de soirée, après le Conseil des ministres qui s'est tenu à la présidence de la République. Et déjà, 4 décisions phares ont été prises hier lors de ce Conseil des ministres. Et on retient d'abord que le corps électoral est convoqué pour le 20 décembre prochain pour les législatives, mettant ainsi fin aux supplications de report de ce scrutin, conformément à la feuille de route de la CEDEAO qui fixait cette date au 20 décembre prochain. Et donc, seconde décision, la caution pour ces élections est fixée à 100 000 francs CFA par candidat pour les hommes et à 50 000 francs CFA pour les femmes. Troisième décision, la campagne électorale pour ces élections s'ouvre le mardi 4 décembre à 0h et prend fin le mardi 18 décembre à minuit. Et quatrième et dernière décision, le vote par anticipation des forces de défense et de sécurité 72 heures avant le jour du scrutin conformément au code électoral. Et donc, en début des travaux, le président de la République a tenu à souligner que le rôle important du gouvernement doit jouer, que le gouvernement doit jouer un rôle important aux côtés de la Commission électorale nationale indépendante CENI dans l'organisation des élections le 20 décembre prochain dans de très bonnes conditions de crédibilité, de transparence, de paix et de sécurité. Et donc c'est en cela que nous disons que le gouvernement a pris ses responsabilités et que désormais le corps électoral est convoqué et tout ce qui est supputation, tout ce qui est report est donc out. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal et parallèlement à ça, ou pendant ce temps, on parle aussi de la recomposition paritaire de la CENI, l'union des forces de changement qui semble, non pas qu'il semble, mais qui fait profil bas pour se conformer à sa vision, c'est ce que vous écrivez en tout cas. Oui, Eric, tout à fait. Au moment où les ministres étaient réunis en Conseil des ministres, les députés, eux, étaient réunis au Palais de la démocratie, au Temple de la démocratie, la nouvelle appellation du Parlement togolais. Et donc, ils ont procédé à l'élection du 5e membre sur la liste de la coalition des 14 partis de l'opposition pour la CENI. Et donc, sans surprise, l'UFC a démissionné et a laissé sa place à Pedro Amouzou, et qui désormais va rejoindre Armée Bagage cette CENI. Et nous disons que en démissionnant, le parti géologique de Olympio a fait preuve finalement de beaucoup de sagesse et d'humilité pour l'apaisement du Togo. Et ceci, Eric, conformément à sa nouvelle vision qui est adoptée depuis 2010. Désormais, le parti ne compte plus rester dans une logique radicale dans la lutte politique et veut tout mettre en œuvre pour acquérir le pouvoir à travers une alternance pacifique et négociée. Et donc, à l'éveil de la nation, nous disons que ce geste très sage de l'UFC montre une fois de plus la maturité de ses responsables, surtout de son président national, Dr. G.P. Olympio. Le parti dit l'avoir fait aussi.
par respect aux facilitateurs de la CEDEAO. D'accord. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Dr Ekwe Folie sera notre invité. Autre sujet, c'est la C14 qui reporte in extremis sa marche de demain, hein, en attendant peut-être le hockey du PNP. Hein. Oui, tout à fait. La marche prévue pour demain, 10 novembre, ne tiendra plus. Et donc l'information est tombée à 48 heures de cette marche par Antoine Folie, délégué général de l'UGS Togo, membre de la coalition, et qui a semblé donner beaucoup de raisons qui sous-tendent ce report. Mais il faut croire à notre rédaction que ces raisons, loin d'être les vraies raisons, cachent toujours ce malaise-là entre le reste de la coalition et le PNP qui refuse toujours de s'associer à toute manifestation de rue jusqu'au verdict final de la CEDEAO, nous dit-on du côté du Parti rouge de Titi Akadam. Et donc nous nous posons la question si finalement la coalition attend le OK du PNP avant de se lancer dans une nouvelle manifestation, quand on sait que depuis que Titi Akadam a annoncé que son cœur ne bat plus. Pour l'instant, pour les marches, la coalition n'a fait aucune marche. Ça, c'est un constat réel sur le terrain. À part quelques meetings d'information et de sensibilisation à l'intérieur du pays, la coalition n'a plus fait de marche depuis que le PNP a refusé de s'associer. Et pour la marche du 17 novembre, nous nous interrogeons si finalement le PNP va encore rejoindre ses compères ou carrément le PNP va toujours rester dans sa posture. Et si le PNP restait dans sa posture, nous disons ce matin que ce sera un gros test pour la coalition le 17 novembre qui pourra mobiliser pour vraiment voir son poids réel de mobilisation sans le PNP. D'accord, très bien. Ben, écoutez, on lira l'article dans votre journal L'éveil de la nation. Merci beaucoup, mon cher ami. Merci, Eric. Bonne journée. Bonne journée, Eric, et bonne émission. Et on en profite pour saluer votre patron, Sam Diabo, ce matin sur la radio. À bientôt, Eric. Et le dernier journal avec nous, avant la pause, c'est Économie et Développement. Et nous accueillons Joseph Gada. Joseph, bonjour. Bonjour Eric, bonjour également aux fidèles auditeurs et aux auditeurs de Tati FM. Merci de nous avoir rejoints, Joseph. Et ce matin, vous parlez du climat des affaires au Togo. Le Togo rassure le secteur privé national et international à investir, finalement. Oui, ce matin, notre rédaction est revenue sur les effets enregistrés par le Togo depuis quelques mois sur le plan de la compétitivité économique et de l'amélioration du climat des affaires. Vous savez que depuis que la dette togolaise a été prononcée dépassant le plafond de 70% du RUMOA, l'environnement économique n'est plus stable et ne garantit pas des investissements judicieux. Car vous parlez avec moi que aucun investisseur ne viendra dans un pays follement endetté. Et je pense que les autorités togolaises ont compris qu'il faut aller rapidement à l'assainissement des finances publiques et procéder à des réformes stratégiques pour redorer le blason à l'économie nationale. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'économie togolaise est sous tutelle du FMI. Et la preuve, depuis 2016, le FMI est devenu le coach économique du Togo. Je pense que pour avoir accepté ce sacrifice, nous avons des résultats qui sont probants aujourd'hui, Et vous avez constaté avec moi que depuis plus de 3 mois, les rapports publiés sur le Togo sont satisfaisants, surtout pour la compétitivité économique. Du moment où le gouvernement, avec son PND, veut passer à une vitesse supérieure, c'est-à-dire faire du Togo la plaque tournante dans la sous-région, en impliquant 65% du secteur privé dans l'industrie, dans l'hôtellerie, le transport aérien, maritime, autres. Vous convenez très bien que le système que nous avons enregistré depuis plus de 3 mois, comme je viens de le dire, je ne veux pas trop décrire, du rapport de Business 2019, passant par le rapport néerlandais Dynama, qui démontre aujourd'hui que le port de Lomé est la principale plateforme à conteneur d'Afrique de l'Ouest devant Lagos et Abidjan.
Vous rappelez encore, il y a de quelques jours de l'inauguration du poste du contrôle juxtaposé. Vous vous rappelez encore de l'indice Mont Ibrahim, où le Togo a fait partie des 15 des meilleurs pays réformateurs. Vous vous rappelez encore du fameux rapport de l'Organisation mondiale du tourisme, qui démontre que le Togo est aujourd'hui le deuxième pays de destination touristique d'affaires au monde en 2017. Et pour clôturer, juste le rapport du FMI, il y a de cela quelques jours, sur la stabilisation de l'économie nationale. Donc, tous ces rapports résumés démontrent aujourd'hui que l'économie togolaise est en train de pousser des comptes, mais seulement que vous conviendrez avec moi que la population se demande où elle se retrouve dans tout ça, dans tous ces succès. Alors nous avons dit qu'il faut que ce succès que le Togo commence par engager depuis quelques mois puisse atteindre la population. Le gouvernement doit faire encore des efforts. Des efforts dans la lutte surtout contre la lutte contre la corruption. Quand nous avons déjà fait un dossier aussi en ce jour là-dessus. La bonne gestion des recettes fiscales, c'est très important également. Et aussi très important aujourd'hui la mise en place de l'Agence nationale d'investissement, dont le dossier a été écrit depuis plus de 3 ans et qui traîne toujours jusqu'à présent. Parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, par exemple, quand le gouvernement parle des agropoles, il suscite des investisseurs coréens, chinois, allemands, américains, qui doivent venir investir dans un pays. Mais comment est-ce qu'on peut investir s'il n'y a pas une agence nationale? En ce temps, le décret était pris et ce décret doit être géré par le ministère du Commerce. Depuis, un autre décret a été encore pris, ce décret a été renvoyé au ministère de l'économie jusqu'à présent, et rien n'est fait. Donc nous, on ne peut toujours pas exhorter le gouvernement à prendre rapidement le décret concernant la mise en place de l'Agence nationale d'investissement. C'est en cela que les Togolais, les investisseurs togolais et internationaux puissent se retrouver dans un cadre juridiquement bien fait pour que, comme je l'avais dit, il y a plus de création d'emplois, il y a plus d'emplois décents au Togolais. D'accord, très bien. Écoutez, on lira ce sujet à la page 5 de votre journal. Vous avez développé pas mal de sujets ce matin. Malheureusement, compte tenu du temps, on ne pourra plus revenir là-dessus, mais je voulais juste rappeler que vous avez également parlé du plan national de développement au Togo, réussir ou échouer, la leçon des DSRP et de la SCAP, c'est la première partie que vous publiez, on lira l'article dans le journal. Autre sujet, c'est sur la poste de contrôle juste à poser de Sémé Craqué. Le professionnalisme à outrance de l'entreprise gère dans l'espace CEDEAO, vous le mettez en avant. Et puis le civisme économique, la corruption et l'impunité tuent les progrès économiques et sacrifient le développement. Tous ces sujets à lire dans votre journal Économie et Développement. Merci beaucoup, Joseph Gada. Merci, Eric, et très bonne journée. Merci et bonne journée à vous également. Merci. Abi Alpha. Abi, bonjour. Oui, bonjour confrère, bonjour auditeurs, auditrices. Merci de nous avoir rejoint, Abi Alpha. Vous êtes le patron du journal Le Rendez-vous, bien entendu. Et vous titrez un confidentiel sur la crise togolaise. Mohamedou Bouhari met fin à la récréation. Alpha Condé, je suppose, c'est ça d'ailleurs, qui casse la baraque, hein, c'est ce que vous écrivez. Évidemment, nous sommes intéressés naturellement à l'actualité togolaise. Allant du dernier voyage de la coalition à Conakry aux dernières évolutions de la délégation envoyée par Bouhari au pouvoir togolais. D'abord, ça a commencé en Guinée-Conakry devant Alpha Condé. Déjà le samedi passé au soir, la délégation de la coalition était là, tout comme celle du pouvoir. Le dimanche, toute la journée, Alpha Condé n'a pas eu le temps pour recevoir ses hôtes. Toutefois, dans la nuit, dans la soirée, il a pu dîner avec la délégation de l'opposition. Le lundi, finalement, il a pu travailler avec les deux délégations. Il les a reçus séparément. Et la coalition, naturellement, a fait le point de la situation actuellement, la gestion unilatérale de la feuille de route
par rapport au pouvoir. Donc, Alpha Condé est tombé de lui, il n'a pas caché son mécontentement. Concernant par exemple, entre autres, un point comme la présidente de la CENI, il a dit sans embâche que depuis le 31, tous les chefs d'État retiennent que c'est un principe acquis. Le président de la CENI sera un étranger, ça là, on n'étrange pas. Sur beaucoup de plans, sur beaucoup de points, il n'a pas passé par 4 chemins pour exprimer son mécontentement et pour dire ce qui devait être. Donc, par rapport à la présence de l'IFC qui bousculait, qui obstruait l'entrée à la CENI des ayants droit, ça l'a fait plutôt rigoler. Donc, sur tous les points comme ça, il était tellement étonné de voir la façon dont le régime gérait la crise. C'est comme ça qu'il a demandé à ce que la situation soit remise point par point, notamment si il a demandé en quittant la délégation, et il a demandé à ce que la délégation et les techniciens de la CEDEAO refassent en écrit le point de la situation par rapport à l'application de la feuille de route, qu'est-ce qui n'a pas été fait, et le point de la situation par rapport aux mesures d'apaisement, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Donc, après avoir donc écouté la coalition, il a écouté naturellement aussi la délégation du pouvoir. Il ne nous a pas caché son mécontentement. Il a exprimé à la coalition, par exemple, ne pas être informé de cette situation qui poursuit ici. Donc, il devait donc avoir une deuxième assise, mais avant qu'il y ait deuxième assise, la délégation du pouvoir est déjà retournée. En tout cas, à la première assise, ça n'a pas été du tout en leur faveur. La deuxième assise a eu lieu avec la délégation de la coalition. Entre-temps, le président de la commission, qui n'était pas à la première rencontre, a pu prendre le train en marche. Donc, à la deuxième rencontre avec la coalition, il était là, et c'est comme ça que ils sont préparés. Après la deuxième rencontre avec Alpha Condé, en quittant, c'était la promesse qu'il devait appeler pour, n'est-ce pas, que la coalition puisse avoir de façon définitive les conclusions de la rencontre. Donc, cela c'est vraiment attendre. Mais tel qu'il a promis, dès que la coalition a quitté, Alpha Condé a appelé qui de droit allant du Ghanéen au Sénégalais en passant surtout par Bouhari. Il a rendu compte. Cela naturellement a suscité beaucoup d'inquiétudes et puis très vite, ça n'a pas laissé Bouhari indifférent, qui a envoyé, notamment hier, mercredi, une délégation ici. Il a envoyé une délégation de 3 ministres dirigés par le ministre des Affaires étrangères. Ils étaient porteurs d'un courrier. D'après les confidences que nous avons, c'est un courrier qui vraiment pointait du doigt les atermoiements du pouvoir en place par rapport à sa façon unilatérale de gérer la feuille de route. Donc vraiment, ça se pointe pour le régime en place. Donc cette délégation est venue au Togo, elle doit aller au Ghana et puis en Guinée, toujours par rapport à cette crise. Donc rien n'augure. Ça n'augure rien de bon pour le pouvoir dans sa façon unilatérale de gérer la crise. Et puis ce n'est pas par un hasard que sans crier gare, contrairement au traditionnel débat qui a été entretenu autour de l'entrée ou non de la CENI par l'ANC, ce n'est pas pour rien que illico presto, on est allé remettre la CENI, c'est-à-dire à qui de droit sa place, notamment Pedro, au nom de la coalition, est venu compléter les 8 de la CENI. Donc voilà, entre autres, ce qui se passe. Et puis, rien n'augure quelque chose de bon pour le régime en place. En tout cas, le courrier que les 3 ministres nigériens ont apporté
quand vous parcourez notre parution de ce matin, je crois que vous allez vraiment en avoir vraiment la. D'accord, très bien. C'est à la page 3 qu'on lira. On lira votre article à Bialfa pour faire courir et aller très vite. Un autre sujet, c'est par rapport donc à la succession à Digli. Mais sans, comme là, vous écrivez que la justice est éprouvée aujourd'hui par la directrice de Wafara. Évidemment, le monsieur Adigli, il est le propriétaire, le fondateur de la société Wafar qui est une représentation médicale d'un laboratoire médical indien. Ils font la promotion des produits aussi et puis ils ont les rétrocommissions. Donc, il est décédé en 2013. Il a laissé une famille de 4 enfants. 3 enfants appartiennent à une fille, à une femme, et puis l'autre enfant est un peu extra, c'est-à-dire hors foyer. Mais il les reconnaissait tous et puis il est en père responsable, il s'occupait de tous. Et depuis qu'il s'en est allé, c'est devenu un problème. La succession, l'enfant qui est né seul hors foyer, n'est-ce pas, traverse la Dèche. Les autres, avec leur maman, qui est en même temps le successeur gérant des biens, a fait mes bases sur les biens. Cela naturellement a amené le jeune Adigli Anderson, qui est la victime, à se plaindre à la justice. Et puis depuis août 2016, un jugement a été rendu. On a donné raison grâce aux exploits de maître de son avocat, maître Dovi, j'allais dire donc de maître Dovi. Il a eu raison à la justice. Une attestation de non-appel a été signée, ordonnant donc que les biens soient partagés, que l'indivision s'arrête. Mais malheureusement, la dame qui est la veuve a mis la main sur les biens. Depuis là, elle empêche que le partage se fasse malgré l'arrêt de la justice. Et puis nous on est rentré sur le dossier de nos enquêtes. Il s'avère qu'elle a tellement fait blocus à la justice que c'est pour un arrêt qui est rendu depuis août 2016. C'est seulement ce 1er octobre que le dossier est signé au notaire, au cabinet de maître d'Almeida, qui est censé faire le partage, tu vois comment. Il a fallu 2 ans pour que l'huissier signifie au cabinet le dossier, afin que celui-ci ne commence les recensements des biens et tout ce que tu connais, afin que le partage ne soit fait. Donc nous avons torché sur cette dame qui d'abord gère une boîte, elle est couturière de formation, et puis vous savez que les boîtes, tout ce qui touche à la pharmacie, le corps pharmaceutique est très très rigoureux et regardant. Donc quand par la faveur de la mort de Marie, on saute du coq à l'âne pour, n'est-ce pas, gérer une boîte comme ça, je dirais dans l'illégalité, et qu'on veut piétiner tout le monde, ça ne fait pas bien. En tout cas, nous avons vraiment porté à la connaissance du public et de notre justice qui a déjà fait son travail, qui doit le terminer, pour que ce jeune Anderson, qui était déjà un malade, qui a déjà subi une intervention chirurgicale en Europe du vent de son papa, et dont l'état de santé nécessite des révisions répétées en Europe, qui actuellement n'a même pas de quoi assurer le quotidien avant qu'on ne parle même de visite en Europe médicale. Donc, quelqu'un comme ça, un jeune comme ça, qui était mérité comme les autres qui sont en train de mourir, nous sommes intéressés au dossier, je crois que tout a lieu dans nos colonnes. Abi, on lira cela dans votre journal. Merci beaucoup pour votre disponibilité à travers l'antenne ce matin. Merci, confrère. Merci à tout le monde qui nous écoute. Allez, bonne journée. Ok, ok. Taxi Média Show. 10 minutes pour trancher. C'est annoncé, notre invité ce matin, c'est Dr Ekwe Foli Gada, qui est l'un des conseillers du bureau exécutif de l'Union des forces de changement, l'UFC. Dr Ekwe, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Et merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Comment ça s'est fait qu'on en arrive à une démission de l'Union des forces de changement, votre parti de la CENI, et qu'on ait assisté hier à l'élection du représentant de l'ANC? Oui, alors je vous remercie beaucoup pour être revenu vers nous. C'est ce que nous vous demandons. Très bien. En fait, il y a eu des négociations depuis cela 3 ou 4 jours
entre notre parti, notamment le président national, et certains chefs d'État qui ont pris en main la facilitation. Alors, d'entrée de jeu, il faut dire tout de suite que notre bataille sur le droit, sur la loi, a été entendue par des oreilles très attentives, dans ce sens que tous les chefs d'État qui ont eu à appeler M. Bécrist Olympio et à parler avec lui ont reconnu le droit de l'UFC de siéger à la CENI. Cela n'a jamais été remis en cause. Toutefois, comme nous l'avions déjà dit, si la CEDEAO venait à supplier notre parti pour permettre à ce processus d'évoluer davantage, nous avons une marge que nous négocierons et nous pourrions laisser le siège. Et donc, je crois que c'est ce que la CEDEAO a fait et nous avons pu comprendre que notre présence à la CENI, malgré le fait que la loi le permette, peut effectivement bloquer le processus dès lors que la C14 et les autres ne veulent pas donner raison à la loi. Donc tout le monde aujourd'hui dans la sous-région a vu que notre opposition de la rue, l'opposition classique, ne veut pas entendre parler de droit, mais veut faire une lutte sur l'informel. Alors nous avons accepté parce que nous avons vu la situation de cette population, d'ailleurs pour laquelle nous avons dû faire un rapprochement avec UNIR, le RPT UNIR, donc nous avons accepté cela, de donner ce siège, comme nous l'avions dit, pas sur injonction de la C14, ni sur injonction du RPT UNIR, mais sur supplication et négociation provenant de la part de la CEDEAO. Donc c'est ce qui s'est passé, et je crois que notre parti en est fier, parce que cela va permettre maintenant aux opposants classiques de revenir dans la CENI, de prendre place et de donner une chance à ce processus qui sera aussi une couronne, n'est-ce pas, à la CEDEAO. Voilà. Mais en même temps, docteur Ekoué-Folie, est-ce que ce n'est pas contrastant? Il y a encore quelques semaines, même quelques jours, votre parti, vous dégagez une confiance, une certaine sérénité. Vous avez dit que votre parti ne quitterait pas la CENI. Bien sûr. Nous avons toujours dit, nous le dirons encore, tant que la situation n'est pas arbitrée par la CEDEAO. Je crois que nous avons été cohérents et lors de notre conférence de presse, cette question nous a été posée, que s'il faut s'en tenir aux acteurs et aux débats publics au Togo, notre position, elle sera légale et donc l'UFC restera à la CENI. Mais dès lors que la CEDEAO fait un arbitrage, nous attirons l'attention du public, de l'opinion sur le fait que nous avions saisi la CEDEAO, c'est-à-dire M. Garbalompo, nous l'avons saisi, et la C14 aussi l'a saisi, et le président de l'Assemblée nationale avait dit lors du vote des 4 que nous laissons la situation telle qu'elle est en attendant l'arbitrage de la CEDEAO. Donc, peut-être c'est l'opinion qui ne suivait pas très bien notre communication. L'UFC a dit et a toujours dit qu'en se tenant au principe de la loi, c'est-à-dire des tests normatifs nationaux, nous avons une place à la CENI. Maintenant, nous attendons l'arbitrage de la CEDEAO. Et si la CEDEAO arbitre et nous demande de sortir, l'UFC serait prête à sortir. Je crois que c'est tout à fait cohérent. Donc maintenant, peut-être que l'opinion commencera à mieux comprendre la démarche de notre parti, qui n'est pas une démarche de sac de l'équilibre, qui n'est pas une démarche de blocage comme cela, mais qui est une démarche régalienne et légaliste. Oui, mais voilà. Oui, en même temps, est-ce que cette nouvelle donne, cette nouvelle situation ne va pas fragiliser un peu plus votre parti, l'UFC, beaucoup plus dans l'opinion? Alors, ça dépend de comment l'opinion va prendre la chose. Nous expliquerons davantage tout ce qui s'est passé, la visite de certains chefs d'État, les discussions qui ont eu lieu, et comment est-ce que nous avons fini par accepter. Alors le peuple ou l'opinion, si elle est attentive et si elle n'est pas animée de préjugés, n'est-ce pas, a priori contre l'UFC,
je suis certain que l'opinion finira par comprendre ce qui s'est passé et pourquoi l'UFC a accepté de sacrifier ce poste. D'ailleurs, plusieurs avaient demandé dans ce pays à ce que l'UFC, oui, l'UFC, vous avez raison, vous avez droit à ce siège, mais acceptez de sacrifier ce siège. Et je crois que l'UFC a répondu à cet appel-là grâce à la médiation de la CEDEAO. Bon, maintenant, si vous dites que le parti sera fragilisé, je vous rappelle que le parti est déjà fragilisé par le simple fait de s'être rapproché du RPT. Et par le simple fait que les réformes pour lesquelles il y a eu ce rapprochement n'ont pas été faites. Donc il y a déjà une fragilisation du parti. Bon, maintenant, nous sommes dans une conjoncture très difficile et l'UFC joue aujourd'hui la carte la plus opportune et la plus intéressante du point de vue de l'opinion, du point de vue du peuple. Alors l'opinion a toujours demandé cela, a toujours demandé que l'UFC laisse le siège. L'UFC leur a répondu. Alors, il faut comprendre qu'il y a une loi dans ce pays. Nous nous en tenons à la loi. Mais maintenant, la CEDEAO viendra arbitrer et nous dirons ce que nous ferons. Je crois que l'UFC est restée égale à soi-même, respectueuse comme formation politique qui se veut d'une opposition moderne. Et l'opinion dont vous parlez finira par comprendre la posture nouvelle de ce parti. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on avisera. Une dernière question. Hier, on a tous suivi le gouvernement togolais en conseil des ministres qui a quand même convoqué le corps électoral pour le 20 décembre prochain pour les législatives. Est-ce que c'est tenable pour l'UFC aujourd'hui? L'UFC n'a aucun souci quant à ce qui est du respect de la feuille de route, parce que l'UFC s'était déjà engagé, et nous l'avions dit, dans le respect de la feuille de route qui avait précisé depuis le 31 juillet que ces élections auraient lieu le 20 décembre. Donc l'UFC est dans cette perspective-là. Aujourd'hui, le décret ministériel le reprécise et nous sommes tranquilles, c'est tenable. Nous sommes en train de travailler pour la collecte des candidatures et bientôt ces candidatures-là, ceux qui voudront bien participer aux élections avec notre parti, ces candidatures seront reversées à la CENI pour étude et confirmation. Bon, maintenant, tout le monde sait que les délais sont très réduits, non pas à cause de la durée que nous a donnée la CEDEAO, qui est d'ailleurs supérieure à la durée constitutionnelle de 2 mois, parce que notre constitution prévoit, en cas de chute ou en cas de dissolution de l'Assemblée, le pays a 2 mois pour organiser de nouvelles élections. C'est le délai constitutionnel. La CEDEAO nous en a donné 3 ou 4 du 31 juillet jusqu'au 20 décembre. On aurait pu le faire. Mais à cause des tergiversations, à cause des oppositions qui ont été dressées par une certaine opposition contre le processus, on voit que le temps peut être très exigu. Mais l'UFC s'est engagé dans le processus, l'UFC se préparera pour y aller et l'UFC demande également à tous les partis qui veulent bien participer à ce jeu législatif de venir. Mais je le dis, jusqu'aux dernières délibérations qui se feront au niveau de notre parti. Voilà. Très bien, bah, écoutez, on a compris. Merci beaucoup, Dr Ekwefo Ligada. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi et à bientôt. À bientôt.